bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Je vous crois encore nombreux devant vos petits écrans. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là à nous soutenir en nous écrivant, en nous posant des questions, et nous fournissons aussi un effort pour satisfaire à vos besoins. Et nous savons que notre Dieu qui nous prête vie ne nous laissera jamais tomber, comme je dis toujours, gardez le sourire parce que Jésus-Christ est vraiment vivant, il est réellement vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui dire encore joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Le Dieu qui vous a gardé, il sait pourquoi il vous a gardé en vie. Il a certainement une mission pour chacun de vous. Parce qu'il a dit dans sa parole, je connais le plan que j'ai formé sur vous. Et il connaît certainement les plans qu'il a formés sur chacune de nos vies. Bien-aimé, tu es une personne heureuse parce que nous te retrouvons encore devant ce petit écran et nous avons un thème aussi important aujourd'hui que nous allons aborder ensemble avec nos invités qui sont là sur ce plateau. Nous sommes dans le rendez-vous. J'espère que vous n'avez pas oublié. C'est un rendez-vous, un très grand rendez-vous aujourd'hui avec deux invités sur notre plateau de Vert Pâturage. Je suis là avec maman Dani Niemboy qui est déjà passé à cette émission une fois, et je suis aussi avec monsieur Thierry Samba qui, je crois que c'est la première fois qu'il passe sur ce plateau de rendez-vous. Mais le problème, ce n'est pas d'être là la première ou la dernière fois, mais seulement qu'on ait une bonne raison pour laquelle on se retrouve sur ce plateau. Et ces rendez-vous est très important. Ces rendez-vous est une très très bonne raison pour nous de nous retrouver ensemble. J'étais en train de dire, garde ton sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Bonjour maman Dani. Bonjour maman. Vous allez bien maman? Ça va très bien. Dieu nous fait J'espère grâce. que ce n'est pas le jour de ton anniversaire aujourd'hui. Non, moi je suis né au mois d'août. Ok, donc Dieu c'est pas mon soit anniversaire. loué, Dieu soit loué. Ah, au mois d'août. J'ai aussi un fils qui est né au mois d'août. Que Dieu soit loué. Vraiment, je suis content de te retrouver encore une fois sur ce plateau. Moi de même, pasteur. En tout cas, nous avons aussi monsieur Thierry. Vous allez bien, papa? Je vais bien, maman. Nous vous recevons vraiment avec beaucoup de joie. Quel que soit, on va dire, même si c'est la première fois, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Nous sommes en train de parler, en fait, de la violence conjugale et de la violence familiale. Comme on a dit, on ne peut pas dissocier les deux violences. C'est-à-dire, l'une engendre l'autre, donc on ne peut pas les séparer. Nous voulons aujourd'hui, chers téléspectateurs, comprendre avec nos invités, c'est quoi vraiment cette violence conjugale dont on parle. Violence familiale, ça veut dire quoi? Alors, maman Dani, est-ce que vous pouvez nous aider? Tu peux nous aider par rapport à ça? Maman Astrid, la violence. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile comme la violence dans un ménage, dans une famille, même au travail. Vous imaginez, moi je crois que les gens qui sont violents, c'est des personnes qui n'ont pas de paix intérieure. Ok. Parce que tout part de ça. Hein. Quand on n'a pas la paix avec soi-même, on ne peut pas donner la paix aux autres. Quelqu'un de violent, il lui manque quelque chose. Parce que ce n'est pas normal que dans une famille, même entre les parents, voir les gens se bagarrer. Donc il y a une base, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Il y a des blessures intérieures. Lorsqu'on vient dans une famille où les gens se bagarrent en permanence, il faut voir d'où ça vient. Il y a une origine. Okay. Ce n'est pas un hasard. Il y a certaines personnes, ce n'est pas d'origine, mais c'est Bilanda Landa. Hein, les autres le font, je le fais aussi. Moi, j'ai vu des amis qui, quand on regarde la famille, on regarde leurs parents, des parents très calmes. Je posais une question à cette personne, est-ce que tu as vu tes parents se bagarrer? Il a dit jamais. Mais pourquoi toi tu le fais? Pourquoi toi tu le fais? Ben non, parce que mes amis, voilà, quand on parlait entre nous, c'est un couple, hein, un jeune couple. Non, quand on parlait entre nous, voilà, mes frères, mes cousins, mes amis le faisaient aussi. C'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose d'être violent. On peut parler, on peut discuter, on peut expliquer, mais on ne peut pas expliquer la violence. Moi, je ne peux même pas définir la violence. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ok.
Donc, maman Dani a dit, elle ne peut même pas définir la violence. Monsieur Thierry, qu'est-ce que vous en pensez? Cette violence conjugale, violence familiale, et on nous dit que c'est un problème qui persiste dans la société. Selon les recherches au Québec, on parle des 38% des morts qui proviennent de ces violences familiales conjugales. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Thierry? Ok. Merci d'abord pour l'invitation. Merci. Au fait, avant de parler de violence, il faudra que l'on circonscrive le cadre dans lequel il se passe. D'accord. Il se passe. La violence faite, pas faite à la femme, la violence conjugale ou bien familiale. Ok. Parce qu'il peut y avoir violence de deux côtés. Une femme peut être aussi violente. Bien sûr. Et l'exercer sur l'homme. Ok. Et l'homme aussi de même. Et comme tu l'as dit, et cela peut avoir des répercussions sur les enfants. Là, on parle de la violence familiale. Au fait, quand on parle de la violence, il faut qu'on sache que c'est dans un cadre de mariage. Et le but essentiel du mariage, lorsque nous lisons le Code de la famille, à son article 349, il nous démontre le but essentiel. Il dit même le but essentiel du mariage est qu'un homme et une femme se mettent d'accord pour former une union conjugale. Pour former ensemble une union conjugale, afin de vivre ensemble, premièrement, et de faire perpétuer l'espèce. C'est ça le but, même le législateur lui-même le dit. C'est que vivre ensemble, cela sous-entend vivre dans une certaine paix, et de faire perpétuer l'espèce, de créer et de faire perpétuer l'espèce. C'est que cela sous-entend il faut qu'il y ait une certaine entente entre les deux. Et cela est très important. Mais on remarque qu'il y a une certaine incompatibilité quelquefois, incompatibilité de caractère. Et quand nous allons un peu plus loin, toujours j'aborde du point de vue juridique beaucoup plus, quand nous allons plus loin dans le code de la famille, on trouve que le législateur parle des incompatibilités. Même les causes, je ne peux pas en parler peut-être ici, les causes qui peuvent faire à ce que le juriste ou bien le juge, le tribunal puisse prononcer la dissolution du mariage, entre autres. La loi nous parle à son article 550 de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Quand on parle de la destruction irrémédiable, cela est tout à fait différent lorsqu'on était dans l'ancien code, le code civil, le code Napoléon, qui énumérait d'une manière bien limitée, certaines causes pour lesquelles on pouvait passer à la dissolution. Mais les législateurs de 1987, lorsqu'on a constaté quand même qu'il y a eu certains abus à gauche, à droite, a parlé de la destruction irrémédiable. Parce que dans la destruction irrémédiable, là, on parle de coups aussi donnés à la femme. On parle beaucoup plus de la femme parce que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus victimes quant à ça. C'est que la violence existe par les paroles d'abord. Il y a une violence verbale. Il y a une violence aussi physique. Parce que quelqu'un peut ne pas porter une main sur vous, mais vous blesse terriblement. Moi, je pense que ça, c'est une forte blessure, en quelque sorte. Je vais terminer en disant ceci. Je lisais un livre dernièrement qui parle comment avoir le dernier mot. Le dernier mot. Alors, l'auteur nous donne un petit exemple. Il dit comment les gens pensent que c'est quand on veut parler le dernier qu'on a le dernier mot. Même il donne l'exemple d'une conversation dans un couple. L'homme se lève, il demande à sa femme « Où sont mes chaussettes? Je ne les ai pas vues. » La femme répond « Est-ce que c'est moi qui suis le gardien de tes chaussettes ?» L'homme aussi réplique autrement. Un peu comme Abel et Caïn. Ah, voilà, ils répliquent autrement et ils sont allés à se rappeler même les anciennes aventures de la femme avant qu'elle ne puisse se marier. Juste par la recherche de chaussettes. Et en fin de compte, l'homme s'est rendu compte. La femme a dit non, non, mais tu les as devant toi, à tes pieds. Ils sont... dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit tout ce temps? Tu n'es qu'une conne. Oh là là. Directement, ça commence par là. C'est que ça commence par un petit rien, la recherche d'affirmation de la personnalité. Comme Madame Dani l'a dit, les gens qui ont vécu beaucoup plus les blessures, qui ont eu beaucoup de blessures intérieures dans la vie. Mais moi, je ne leur donnerai pas raison directement. Je suis l'un de ceux-là qui ont connu des blessures intérieures. Et il faut savoir comment se gérer. Tout à fait. Moi, la lecture m'a beaucoup aidé. Ma mère était deuxième femme de mon père. Avant que mon père n'épouse ma mère, il avait déjà des enfants. Ma mère avait aussi d'autres enfants. On se retrouvait en sandwich quelque part. À telle enseigne que, en 4e des humanités, je suis cadet de plusieurs femmes. Mais je me suis retrouvé en train de payer moi-même les études. Est-ce une raison pour que je puisse déverser ces blessures-là, c'est que j'ai connu dans la vie sur quelqu'un d'autre? Mais, Monsieur Thierry, puisqu'on entend dire souvent les hommes de Dieu, je vais dire, beaucoup de personnes le disent, les blessés blessent.
Donc, c'est-à-dire, c'est comme un truc qu'ils rendent en retour, donc, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est comme si c'est toujours comme ça. Non, non, je dis... On va dire que c'est comme si c'est parole d'évangile. Je le dis comme Madame Danet tente de le dire en sourdine. Pas toujours. Parce qu'en tant que chrétien, nous oublions certaines choses. La mission de Jésus-Christ, quand il est venu, quand il a ouvert le livre, dans Luc 4, je crois 18, il énumère ses missions, parmi lesquelles guérir les cœurs brisés. Voilà. Et les cœurs sont guéris, non pas par l'imposition des mains. Non, non. C'est un processus, au fait. Il faudra intérioriser la parole, il faudra un suivi. Et cela par des bonnes cures d'âme. Moi, on me l'a fait pendant longtemps. Et j'ai écouté. On a prié pour ma délivrance, je ne suis jamais tombé. Mais il y a un travail de profondeur qui a été fait. Et j'ai lu un livre il y a plus de 15 ans, quand je me suis converti, qui parlait de comment guérir les blessures intérieures. C'est qu'on vous fait rentrer au pristine état, à votre état initial, là, à l'endroit où vous aviez connu un problème. Un travail psychologique qui se fait aussi, c'est pourquoi un bon pasteur doit être aussi un psychologue. Et c'est très important, mais on néglige cela ici. C'est pourquoi vous trouvez des pasteurs qui ont une certaine brutalité particulière. Pas plus longtemps, aux États-Unis, il y a eu un Ghanéen qui a tué sa femme. Oui, on a vu ça. Avec brutalité, un pasteur. Et puis il a promis au frère de la femme. Il dit, parce que tu m'as traité de fake, si je suis un fake, si je ne tue pas ta soeur, je suis fake. Je suis un faux. Vous comprenez un peu? C'est qu'il a eu le temps, la préméditation d'un pasteur. C'est qu'on n'a pas pu bien gérer les choses. Et puis la femme était conciliante. Son frère lui dit, patron. Il dit, non, laissons ça. Elle n'a même pas appelé à la police. 911. Elle n'a pas appelé. Aux États-Unis. Et puis anglophone, vous comprenez un peu, c'est que la femme était brisée, mais celui qui était censé garder son âme, diriger son âme, n'était pas brisé du tout. C'est un problème très important. Aujourd'hui, on va dire, c'est vrai que cet homme a tué, mais cette femme qui a été tuée, comme elle était brisée, comme vous dites là, elle était humble. Je pense que c'était une bonne chrétienne. Au moins, le paradis est bien prêt, bien préparé pour elle. Hein, maman Dani, qu'est-ce que vous dites de ces violences-là? Vous voyez, on parle de la violence verbale aussi. Donc, moi, je pense que... Pour enchérir à ce que monsieur disait tout à l'heure, monsieur Thierry disait tout à l'heure, les blessures intérieures, parce que tu sais ce que tu as vécu, personne ne connaît mieux ce que tu as vécu que toi-même. Mais tu peux les dépasser lorsque tu es chrétien et un bon chrétien. Parce que ce n'est pas tous qui portent à l'église qui sont des chrétiens. C'est pas connaître la Bible par cœur que tu es un bon chrétien. Ce n'est pas prophétiser que tu es un bon chrétien. Ta relation avec Dieu, l'intimité que tu as avec Dieu, il n'y a que Dieu. Il a dit tout à l'heure, il n'y a pas imposition des mains pour guérir certaines blessures. Parce que même quand on fait des cures d'âme, chacun dit ce qu'il a envie de dire. On ne dit pas tout. Parce que parfois, on n'a pas confiance à la personne qui est en face de moi, qu'il soit pasteur ou pas. Exactement. De peur que ce que je vais dire, qu'il n'aille répéter. Tu sais, j'ai appris qu'il y a un pasteur, un homme de Dieu qui a dit qu'il ne recevra plus les gens pour les cures d'âme. Parce qu'il a dit que les fidèles ne disent jamais tout ce qu'ils ont comme problème. Ils vous donnent, une partie de leur situation et ils gardent une autre partie pour eux. Et puis après, ça sera, on l'a tué, on a assassiné, il y a eu tel problème dans telle famille. Est-ce que vous pensez, maman Dani, papa Thierry, vous pensez vraiment que tous ceux qui sont violents dans leur foyer ont été blessés? Ils n'ont pas appris cela dans la société. Il y a ceux qui ont appris dans la société, comme je l'ai dit au début, et puis il y a ceux qui ont vécu ça dans leur famille. Comme il a dit, lui c'est dans la famille. Moi je suis cadette chez mon père. Ah, donc j'ai reçu les cadettes. Hein. Alors imaginez-vous, côté un cadet à gauche. Imaginez-vous, ma mère a été et moi-même je suis cadette. Quelle révélation. Oui, ma mère a été dans son premier mariage, elle n'a pas eu d'enfant, elle a été chassée dans son ménage. Imaginez-vous à l'époque, on te chasse parce que tu n'as pas d'enfant après 10 ans de mariage. Lorsqu'on la chasse, c'est juste en pyjama. Mon beau-père, que j'appelle papa jusqu'à aujourd'hui parce qu'il nous a élevés, n'était pas là. Et quand il revient, on a chassé son épouse. Après 10 ans, parce que tu n'as pas d'enfant. Donc c'est la belle famille qui a chassé. C'est la belle famille. Ok. Maintenant, maman se met avec mon père qui avait déjà 3 femmes. Parce qu'il se dit, mais on m'a chassé parce que je n'ai pas d'enfant. Si je me mets avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, parce qu'à l'époque on ne faisait pas les tests de stérilité. Effectivement. Bon, donc imaginez-vous. Donc nous on vient dans une famille où on a un père
qui avait déjà d'autres enfants. Maman se met là, il y a mes soeurs, il y a mes autres soeurs qui sont avant moi, et puis il y a moi. Mais qu'est-ce que maman fait? Parce que c'est d'abord une honte, parce que tu n'as pas divorcé. On t'a simplement chassé. Mais sur le papier, tu n'es pas divorcé. Donc, qu'est-ce que maman fait? Pour se protéger et nous protéger, elle nous envoie chez ses parents. Donc, nous, on va grandir chez les grands-parents. Mais mes tantes vont chaque fois nous rappeler qu'on n'est pas chez nous, mais nous, on appelle nos grands-parents papa et maman. Parce que maman est ici. Et papa meurt, moi, j'ai que 2 ans. Donc, moi, je n'ai pas connu mon père. Dans mes papiers, le nom de Niemboué, c'est le nom de mon grand-père, qui est le père de ma mère. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces choses que tu grandis en te disant, mais attendez, finalement, celui que j'appelle papa, c'est mon grand-père. Mais l'époux de ma mère, parce qu'il n'était pas divorcé, moi, je suis né en Belgique. Mais sur ma carte, il y a le nom du mari de ma mère. Parce que maman n'est pas divorcée. Elle va l'accoucher en Belgique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que moi, aujourd'hui, je dois en vouloir à ma mère? Non. Je dois en vouloir? Non. Parce que je me dis, moi, tu dois devenir violente. Je dois devenir violente par rapport à ça et en vouloir? Non. J'estime que j'ai été entourée de l'amour de mes grands-parents. J'ai étudié en Bujimaï dans des bonnes conditions. Donc, savoir accepter les situations. Savoir accepter. Donc, je ne peux pas en vouloir aujourd'hui ni à ma mère, ni à mes grands-parents, ni à qui que ce soit. Même mes tantes qui, à un moment donné, indirectement, parce qu'on a grandi dans la même maison, sauf maman qui n'était pas avec nous. Maman venait nous voir en vacances. Et avant, nous, on pensait que maman était notre grande sœur. Ok. Parce qu'on l'appelait comme ses parents l'appelaient, Maman Scola. Donc, vous voyez, à 14-15 ans, vous savez maintenant que celui que vous appelez papa est votre grand-père, et celui que vous appelez maman, c'est votre grand-mère. En fait, et puis il y a des amis qui se moquent un peu de vous. Vous avez grandi chez vos grands-parents. Vous voyez tout ça. Mais on ne connaît pas nos demi-sœurs, ni nos demi-frères, parce qu'on ne sait pas qu'on les a. Donc, quand on vient à Kinshasa, un beau jour à la maison, on voit des visages, des gens un peu qui se ressemblent avec nous. Et on vous présente, ce sont vos sœurs. Oui, et pas par maman. Ok. C'est ma tante, donc la grande sœur de maman qui était là, qui dit, mais au fait, on veut vous présenter tel. Ah bon? Et pourquoi ils sont nos frères et sœurs? Pourquoi? Nous, on ne se connaît que nous 4. Le reste, en tout cas, on ne connaît pas. Vous voyez? Mais c'est des choses, au fait, que... Comme je dis, la base. Si à la base, il n'y a pas eu cette souffrance, qu'on ne vous montre pas que vous n'êtes pas les bienvenus, que vous n'êtes pas bien, même si avec les tantes, il y avait des moments, des choses qui disaient méchamment sur nous, c'est pas votre nom, Niembo, c'est pas votre nom, cherchez le nom de votre père. Papa était ministre. Et alors? C'est lui, quoi. Ça ne regarde pas. Le pauvre, il est mort. On ne le connaît pas. Que je prenne le nom de mon père ou pas. Je veux dire, nous sommes 4 filles. J'ai un petit frère qui est venu 16 ans après moi, mais je veux dire, c'est le chouchou de la famille. Il y a pas, même lui, il n'y a pas ces blessures de dire, on n'a pas le même père. Non, on ne le dit même pas. Ça reste mon petit frère. Vous voyez, donc je crois que ça dépend des gens, de ce qu'on reçoit une fois qu'on a connu le Seigneur. Moi, mon mari a eu d'autres enfants. Donc je me dis, j'ai élevé tous les enfants de la même manière. Comme s'ils étaient les miens. Vous voyez, donc moi, il y a des choses, ça, je crois que ça, c'est moi. Avant même de devenir pasteur, servant de Dieu, de connaître le Seigneur, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu. Je crois que ça, c'est ma nature. Vous voyez, c'est ma nature et je crois que c'est l'éducation que j'ai reçue. Alors, mon demi-frère, du côté de mon papa, mes demi-sœurs, je ne les ai jamais considérées comme telles. Mais on voyait par contre chez elles, sauf mon frère, le plus grand qui n'a pas cette attitude-là, mais les aînés, donc les sœurs, toujours ce côté un peu méchant, de dire des choses, voilà, de dire des choses indirectement. Et pourtant, elles ont profité quand papa était en vie. Nous, on n'a pas profité de l'amour de ce monsieur-là. Mais moi, je parle de moi et de mes sœurs, on a profité de l'amour du mari de notre maman, qui a toujours été là comme un père pour nous. C'est-à-dire, même quand on s'est mariés, c'est à lui qu'on a donné, parce qu'on n'a pas gagné dans la famille de papa. Le truc de coutume qu'on donne, le costume de papa, c'est à lui qu'on a donné. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, c'est lui qui est mon père. Donc, je n'ai pas cette
parce que j'ai pas grandi avec, parce qu'il y a eu des tiraillements, parce que... difficile pour maman Dani de nous parler de la violence déjà conjugale, parce que malgré tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a connu depuis son enfance, elle ne sait pas avoir la haine dans son cœur, mais... Non, elle va nous parler de ça parce qu'on ne parle pas de la violence seulement quand on l'a vécu. Non, on peut l'avoir sur d'autres personnes. On connaît. Hein, ah oui, personnes. Non, il y a d'autres violences, comme il dit. Hein, quand tu prends par exemple la maman d'un des enfants, d'accord, parce que moi j'ai pris l'enfant, qui a parlé de moi, ça veut dire que à tous les niveaux, j'étais la sorcière. Celle qui... mais si tu entends des choses, moralement, ça te détruit. Ça, ce sont des blessures. Moralement, tu dis qu'est-ce que tu fais avec cet enfant-là que toi, tu élèves et que tu entends dans la ville ce que la mère parle sur toi. Ça te détruit. Mais il y a toujours quelque part en toi, parce que tu n'as pas cette méchanceté-là, tu ne remets pas sur l'enfant. Et tu montres l'amour. Mes enfants, les miens, ont appris beaucoup plus tard, beaucoup plus grands, que je n'avais que eux 4. Ok. Parce qu'à aucun moment, j'ai montré, j'ai dit qu'ils étaient vos ennemis. C'est quand les autres enfants, dont la maman est encore en vie, qui a commencé à dire des choses, mes enfants entendaient, ma cadette est venue me demander, maman, c'est une blague. Quand tu n'es pas la maman de tel, j'ai souri. Okay. J'ai dit, c'est pas parce qu'on n'a pas mis au monde tel enfant que c'est pas ton enfant. Vous voyez? Et mes enfants ont mal vécu cette histoire parce qu'ils entendaient ce que les autres, même les tantes de celle qui est décédée, disaient sur leur mère. Okay. Vous voyez? Donc ça pose des problèmes et que si on n'en parle pas, si on ne prépare pas les enfants pour après, parce que mes enfants deviennent très colériques, c'était, maman, si on parle encore du mal de toi, nous on va frapper. Vous voyez? Donc on va créer une violence. Donc là, on est dans les raisons. Hein. On est dans les raisons qui poussent à ce que demain, une personne, un enfant, une fille d'une telle famille devienne violent ou violente. Donc vous comprenez, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler de la violence conjugale et aussi de la violence familiale. Donc là, on a donné des raisons. C'est à cause des blessures intérieures, c'est à cause de ceci, de cela, que les gens ont vécu dans le passé, qui les poussent à devenir violents dans leur foyer, dans leur famille. Maître, cet homme-là, qui ne fait que battre sa femme, et cet homme bat sa femme devant ses enfants. Et les enfants qui ont peut-être déjà grandi. Ok, merci. Mais avant d'aller plus loin, de répondre à cette question, il y a une question qui est restée pendante là. Tu as posé, je peux te tutoyer. Hein? Bien sûr. Voilà. Et il y a une question qui est restée pendante. Quand tu as relevé le fait que un pasteur a dit, je ne reçois plus les gens en cure d'âme. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Non, ce n'est pas la faute de ceux qui viennent se confesser. C'est la faute de nous. La faute de l'autre. Parce que celui qui vient se confesser au-devant de toi, il faut qu'il se retrouve en toi. Exact. Il faut qu'il ait des signes de confiance au fait en toi. Okay. Combien de fois n'avons-nous pas appris, mon Dieu, que vous avez dit des vérités à certains pasteurs, hommes de Dieu, qui vont le redire ailleurs? Non seulement le redire ailleurs, ça devient aussi la prédication. La prédication. Même pas d'une manière imagée. Okay. Vous comprenez? C'est ça le problème, c'est que la confiance... Non, mais bon, on peut donner des témoignages. Il y a telle personne qui était venue avec tel problème. Non. On a prié. Non, un instant. On ne cite pas le nom. On dit juste il y a une sœur. Est-ce que vous savez que dans certaines professions, telles que profession de médecin, d'avocat, les gens sont tenus au secret professionnel pendant un certain laps de temps? Même dans certains contrats, quand on signe certains contrats, il y a toujours des clauses d'exclusivité, le clause de confidentialité. On t'oblige, même après que tu aies rompu ton contrat, résilié ton contrat, on te dit que tu as 10 ans. Tu ne peux pas prendre la technique que tu as prise dans cette entreprise et la déverser chez l'autre. Pourquoi les gens qui sont... Le monde matériel nous apprend ça, mais le pasteur ne peut pas dire ça. Je suis aussi serviteur de Dieu. C'est un élément très important, c'est que la confiance... est placée sur un bois qui est déjà scié quelque part. Ok. Et revenant à la question que tu as posée tantôt, la violence d'un homme vis-à-vis de sa femme, faite même sur ses enfants, est punissable au fait. Est punissable. Donc on peut considérer ça comme socio-pénal. Oui, c'est punissable. D'abord, il y a la loi le décret loi de 1940. Il faut savoir que depuis 1940 jusqu'en 2006,
il n'y a pas eu certaines modifications importantes quant aux violences faites à la femme, et ainsi de suite. On a pu modifier. Il y a une loi qui a modifié en 2006 en ajoutant certaines choses, certains points très importants pour, qu'est-ce que je vais dire, le terme est parti, des circonstances aggravantes dans certaines situations. Parce qu'en Europe et ailleurs, en Occident, je veux dire, il y a eu une certaine évolution à partir de certaines, la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et autres choses, et à partir de certains événements qui se passaient là-bas, on voyait que la cible principale, c'était la femme. On a pu changer les lois, on a accentué beaucoup plus, mais le Congo était en retard. Mais chez nous, avec les guerres de 1996, 97, 98, il y a eu beaucoup de cas qui se sont aggravés. Parce que la femme était la cible, la femme était l'arme principale qu'on utilisait pour faire fléchir la position de l'autre. C'est ainsi qu'on a changé. Mais il y a certaines dispositions très importantes. Actuellement, nous avons la loi sur la protection de l'enfant. Les enfants qui connaissent ce genre de choses. Parce que lorsque vous faites subir des oppressions, des réprimandes un peu exagérées sur les enfants, ou bien par le fait que vous frappez leur mère, ils sont traumatisés. Les enfants peuvent vous être même arrachés. Ça existe au Congo, pas seulement ailleurs. Il y a le tribunal pour enfants qui existe par rapport à ça. C'est que les enfants peuvent saisir aussi les cours de tribunaux. Et lorsque vous portez des coups, ça rentre d'abord dans les cas des infractions tout à fait communes, des infractions communes, cause de blessures volontaires, qui sont punis par les articles 48 et suivants du Code pénal, livre second. C'est qu'il y a des peines quant à ça. Mais il y a des lois tout à fait spécifiques qui ont aggravé. Lorsque vous portez des coups sur une femme et qui est enceinte, parce que l'enfant, tout enfant, le droit dit ceci, un principe général du droit dit ceci, tout enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Simplement conçu, même un fœtus comme on appelle là, il est considéré comme né. Quand vous donnez les coups à la femme et que l'enfant se trouve, la vie de l'enfant se trouve endommagée, il peut naître avec un défaut ou quoi que ce soit, c'est que vous devez répondre de ces actes-là. Mais dans la plupart des cas, c'est que les femmes ne connaissent pas leurs droits. Parce qu'un droit n'est droit que lorsqu'on sait le réclamer. Et pour le réclamer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la vulgarisation. Mais en Afrique, nous avons un problème très sérieux. Vous n'allez pas être dans un couple et vous allez porter plainte contre votre mari et vous rentrez le soir dans la maison. Difficile un peu. Très difficile. Très difficile. Et dans ce cas-là, beaucoup plus traditionnellement, on vous impose à recourir au conseil. Vous parlez de porter plainte, même aller raconter à une personne qui est censée vous conseiller ou vous aider avec quelques conseils et tout ça, le mari vous refuse ça? C'est mon avis en tant que tel. Je trouve qu'il faut que la femme agisse d'une certaine manière. Il faut aller voir des responsables de famille. Quand ça persiste, il faut aller au-delà. Je ne suis pas là pour encourager les uns les autres à faire quoi que ce soit, à passer à la dissolution du mariage. Je ne parle pas en tant que pasteur. Oui. En tant que... un homme de droit qui intervient quelque part, et c'est très important. Moi, et je connais certains cas. Quand j'ai fini mes études, moi j'ai été beaucoup plus encadré par les femmes dans ma profession. Celle qui a dirigé mon travail de fin d'études, c'est une femme. Et je l'avais, je pense que je travaille sous le divorce. Je l'avais choisie parce qu'elle était notre enseignante et puis elle était avocate. Elle était en train de divorcer avec son mari pendant ce temps-là. Je l'ai suivi pour qu'elle me donne conseil. Et je l'ai trouvée pendant qu'elle corrigeait mon travail de fin d'études, je ne cite pas son nom, avec un bras cassé. Un bras cassé. Son mari, c'était un professeur d'université. Et qui l'a frappé. Mais oui. Et qui a cassé son bras. Elle divorçait en ce temps-là. En deuxième licence, j'ai pris une dame qui a dirigé mon travail de fin d'études. Une dame bien, qui m'a dirigé, qui est dans un bon couple, jusqu'aujourd'hui. Mais après que j'ai fini mes études, celle qui m'a encadré, celle qui m'a amené sur le front baptismaux en tant que, dans ma profession, c'est une femme. Pendant qu'on travaille, l'aînée de sa famille, pendant qu'on travaillait avec, elle aimait tellement son mari. Elle faisait presque tout pour son mari. Quoique moi, je ne suis pas de cette école-là, je ne peux pas accepter ça. Elle faisait tout pour son mari. Quand elle voyage, c'est moi qui allais en tant que stagiaire avec ses pantalons, les pantalons qu'elle amène à son mari de l'Europe. Je veux faire arranger chez les tailleurs. Vous voyez, quand vous cherchez du boulot. Mais la femme, l'homme était brutal. Un jour, elle a dit à son père, il dit, papa, je veux quitter le mariage. Le père a dit, c'était un père respectable à Lubumbashi, un bon Mouloubala, très connu. Il dit, non, non, je ne peux pas accepter que tu divorces. Tu es ma première fille. Quel exemple tu vas donner aux uns aux autres? Il a refusé totalement. Tu ne peux pas faire ça. Mais c'est passé 3 mois après. On travaille aujourd'hui, samedi.
Dimanche, je suis à l'église à la jeunesse, on m'appelle, on me dit que ta patronne des stages est morte. Oula. Oh, Mais son mari lui a donné le coup le soir. mon Dieu. 3 mois après qu'elle ait demandé avec insistance à son père de partir de son mariage. Qu'est-ce que vous dites? Quand on vient me consulter en tant que tel, je vous prêche d'abord l'évangile. Mais si ça ne marche pas, je me porte d'abord moi-même conseil pour vous amener jusqu'à ce point-là. Parce que c'est très important, parce que la vie est partie. Et quand c'était fini, ses enfants, la vie était perdue. C'était le pilier de sa famille. Mais monsieur Thierry, dans les cas précis, en tant que chrétien, hein, je viens t'exposer mon problème, je te parle de mon mari qui me frappe, jusqu'au point que tu as vu toi-même comment mon bras est cassé. Que me conseilles-tu? Puisque la Bible ne nous demande pas de nous séparer avec nos maris juste parce qu'on a été frappé ou insulté. On fait comment? Au fait, on attend la mort. Je ne donne pas un conseil théorique. Okay. Je donne des conseils que j'ai pu appliquer. Ok. Et pour lesquels j'ai vu des remèdes positifs sur des personnes. Quand vous venez d'abord me voir par rapport à ça, en tant que chrétien, c'est ça, la Bible imprime sur moi des directives tout à fait particulières qui doivent conduire ma vie et la vie de ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que je fais? Je te parle de l'évangile d'abord. J'essaye de voir ce qu'il y a à faire. Quoique je ne peux pas transformer mon bureau dans un bureau, c'est pas église ou quoi que ce soit, mais je parle à la personne. Je parle à la personne. S'il peut accepter, je peux rappeler son mari. J'ai déjà fait ça. Il y a d'autres qui se sont réconciliés et on donne conseil et puis ça avance. Mais si ça n'avance pas, j'utilise d'autres voies et moyens. D'autres voies et moyens, c'est-à-dire, je les accompagne quand je vois ça se répète. Je les accompagne parce qu'il y a des maris, des hommes qui frappent, hein, sérieusement. Bien sûr. Je les accompagne, je fais une requête, et puis on ne divorce pas, on ne prononce pas le divorce directement, surtout quand il y a des enfants, ça prend du temps. On commence par la chambre de conciliation, où on vous appelle, les juges, ça son travail. Il vous écoute, vous qui avez introduit la requête. Il vous écoute, après il appelle la personne contre qui vous êtes plainte. Il appelle, c'est un processus, ça prend du temps. Quand vous ne vous entendez pas, il appelle vos parents. Si ça ne marche pas, il cherche quels sont les amis qui sont là. On appelle des amis. C'est ça la procédure de conciliation consacrée par le Code de la famille depuis 1987. Et on y va de cette manière-là. On avance. Mais quand ça ne marche pas, on peut appeler même l'église, au fait. Mais souvent, on a constaté que quand on appelle l'église, je connais des cas, on appelle l'église, l'église trouve que c'est difficile de faire demeurer ces gens ensemble. Mais l'église, excuse-moi, l'église fouille ses responsabilités. Il laisse des gens. Après, je connais une cliente. Mais ce n'est pas de la faute de l'église parce que la Bible dit à l'homme de l'église, hein, il n'est pas permis à l'homme de diviser ce que Dieu a uni. Non, on donne des conseils. Je connais, après, excusez-moi, après le divorce d'une dame, d'une certaine église, les paris qui ne voulaient pas du divorce sont venus voir la dame. En tout cas, même nous voulions que vous divorciez, mais vous ne pouvez pas dire. Ça, c'est l'hypocrisie ou bien c'est comment? L'hypocrisie. Vous voyez un peu? Ils viennent comme Nicodème. Mais je vous dis la vérité. Et ça se fait comme cela. Je connais. Choisi venir de nuit. Effectivement, maman. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on doit faire beaucoup plus attention. Moi, je conseille aux gens, tu peux porter plainte quand il le faut. Même si tu aimes ton mari comme il se doit, mais tu essaies d'arranger entre vous. Il y a le conseil des familles qui existe. Vous appelez les uns les autres. Mais voilà, mais la plupart des serviteurs, surtout avec le flux actuellement, le flux des serviteurs à gauche, à droite, n'importe qui se permet de gérer les conflits conjugaux. C'est compliqué. Moi, je suis de ceux-là qui croient que non, tu peux être pasteur célibataire, mais tu gères les problèmes conjugaux. Il y a des gens qui ont ce don-là. Bien sûr. Effectivement. La sagesse, la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. De notre Père chez qui il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Voilà. C'est un élément très important. C'est que il y a des gens... On peut être célibataire et gérer les problèmes des couples. Je vous dis. Et puis, moi, je conseille les gens, les uns et les autres. Moi, je vois beaucoup plus des coachs qui parlent de mariage, beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont des coachs... Vous savez, ils induisent beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de coachs d'âmes. Vous connaissez, il y a beaucoup de coachs d'âmes qui parlent de mariage sans aucun fondement. Là, vous enseignez aussi à la femme à être un peu brutale, ou bien les hommes aussi se sentent un peu offusqués, et les choses avancent comme cela. Mais maman Dani, il y a cette fille, ce garçon qui vit dans un foyer, hein, au milieu d'un couple qui vraiment qui a trop de violence, on va dire comme ça. Et qu'est-ce que ça peut emmener demain pour cette jeune fille qui demain sera mariée, deviendra aussi une épouse, une maman?
Mais vous savez, les gens d'enfants qui vivent dans ce genre de foyer, lorsque le mari va le frapper, c'est exactement ce qu'il a vu chez ses parents, il ne va rien dire. Il ne va rien dire. C'est tellement difficile. Moi, je dis à chaque fois, hein, je me poserai les mêmes questions. Hein. Quand on s'est aimé, il n'y avait pas de violence. On ne s'était pas forcé pour s'aimer. Quand on s'est fait la cour, la fille a fait la cour au garçon ou vice-versa, il y avait le dialogue, on parlait. Qu'est-ce qui arrive à pousser les gens même à arriver jusqu'au divorce, lorsqu'on commence à frapper, lorsque les choses ne vont pas bien? C'est parce qu'il n'y a plus de dialogue. Maman, il y a même des gens qui ont divorcé au deuxième jour, au fait, qui ont déclaré qu'ils se séparent au deuxième jour, après leur mariage. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que la souris est passée, la femme a dit que la souris est allée à gauche, l'homme a dit non, la souris est partie à droite. Et les deux commencent, mais je te dis qu'elle est partie. Non, ça dit qu'il y a un problème. Et voilà la discussion qui s'engendre comme ça. Donc les deux étaient hypocrites. Et l'homme qui dit à la femme, tu es bête. La femme qui dit, ah, tu ne peux pas dire que je suis bête. Non, mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a l'hypocrisie. C'est-à-dire que même au départ de la relation, les deux n'étaient pas sincères. Voilà. Je crois que le manque de sincérité qu'il y a... Il y a eu quelque part. Parce que c'est pas... Moi, je me dis, c'est pas normal qu'après 10 ans, après 5 ans, après 2 ans, on a fait 20 ans de fiançailles. Parce qu'il y a des gens qui durent dans les fiançailles. C'est-à-dire que tu as tout vu chez l'autre. Bien sûr. Et ces mêmes personnes qui se marient, 1 an, 6 mois, on se retrouve à l'église en train de se disputer parce qu'ils veulent divorcer. Non, il y a un problème. Donc, quelque part, c'est de l'hypocrisie. Il faut être vrai. Reste toi-même. Parce que lorsque tu es toi-même, l'autre apprécie le toi-même. Exactement. Mais si tu arrives maintenant dans le couple, tu changes. Avant, parce que parfois, hein, c'est nous la belle famille. Avant que tu te maries, quand on arrivait, il y avait à manger, tout était... Une fois que la fille est déjà installée à la maison, c'est fini. Quand vous arrivez... Et le garçon qui est habitué, moi je vois sur mon frère, devant lui il y a 4 filles. Donc on est tellement, nous on aime préparer, on aime recevoir. Donc si sa femme n'est pas comme ça, il y aura des problèmes. Sérieux. Vous voyez? Donc les coups vont sortir, tout va aller parce que tu as vu mes soeurs comment elles sont. Et c'est dur à l'image, hein, même quand il est marié coutumièrement, mais je vois parfois quand il parle avec sa copine. C'est directement, enfin sa femme, parce que maintenant c'est sa femme, c'est dur, tu as vu mes soeurs. On dit, il ne faut pas comparer par rapport à nous. Effectivement, il ne faut pas. Vous voyez? Parce que les choses aussi commencent comme ça. Et cette petite, elle peut nous détester en disant, mais elle prend toujours l'exemple sur ses sœurs. Nous, on a grandi chez les grands-parents, là où il y a 1000 personnes qui viennent, nous, on mange avec tout le monde. Vous voyez? Si la fille d'où elle vient, c'est papa, maman, mes sœurs, c'est compliqué. Vous voyez, dans les petites choses, il faut être soi-même, être vrai. Je te coupe la parole, maman Dani. Au fait, je le comprends bien, votre frère. Hein. Parce qu'au fait, quand on me demande quels sont les critères d'une femme, je dis non, des longs cheveux. Parce que je me réfère à mes soeurs. Oui. Toutes mes soeurs ont de longs cheveux. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'il faut travailler. Non, il faut travailler. Aider, mais tu ne peux pas aussi comparer à tout moment, à tout bout de champ. Exact. C'est innocemment qu'il le fait. C'est innocemment. Innocemment qu'il le fait. Parce qu'il veut voir les tresses de ses soeurs dans sa femme. C'est tellement grave. Mon fils a 2 enfants, le jumeau. Alors, quand il a commencé avec la maman de ses enfants, la fille ne savait pas préparer. Moi, mais tous mes enfants savent préparer. Filles comme garçons, pareil. Parce que chez moi, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles. Tout le monde est enfant. Alors, mon fils, un jour, m'appelle, il me dit, maman, c'est pas pour critiquer, mais on va quand même critiquer un peu. Mais tu sais qu'elle ne s'est pas préparée. Je dis, mais c'est toi qui l'as choisi. Il dit, oui, mais maman, avant de manger au restaurant et tout ça. Il dit, maintenant, à la maison, attends, moi, je fais mon madessou. Et elle dit, ah, c'est trop bon. J'ai dit, c'est une blague ou quoi? J'ai commencé à rire. J'ai dit, mais on va essayer, qu'elle vienne un peu à la maison. Donc, quand elle vient à la maison, on se rend compte que la pauvre fille ne s'est pas préparée. Mais ça, c'est la faute de ses parents. Enfant gâté. Donc, nous, on aime manger, donc tout le monde s'est préparé. Alors, ma cadette lui dit, ça va être chaud, hein? Ton gars aime manger. Comment tu vas faire maintenant? Alors, on a dit, non, on va la considérer comme l'enfant de la maison. Donc, quand on prépare, on dit, viens voir comment on fait. Effectivement. Tu as dit, mon petit-fils qui a 7 ans aujourd'hui, quand sa mère fait le pondou, il dit à sa maman, ton pondou n'est pas bon comme mamie. Hein. Mais elle le prend pas mal, parce qu'elle fait partie. Parce que ça, c'est important aussi. Parce qu'il y a des violences dans les ménages. Parfois, c'est la belle famille. Effectivement. Parce que lorsque le fils ou le frère va parler, comment nous aussi, on récupère la chose. L'époux se met à la défensive. Hein. Directement. Carrément. Pareil maintenant pour une fille aussi, dont la famille, ils sont très fusionnels chez eux, avec un mari qui est bizarre, coincé.
Ah non, moi, chez moi, pas tes soeurs qui viennent ou tes frères. Mais bon, bah, mais ça n'a bongo, maman. Eux, tous les jours, on se voit. Moi, par exemple, avec mes soeurs, c'est de la folie. On a tellement grandi ensemble, on a notre groupe WhatsApp. On se parle tous les jours. C'est-à-dire que même nos enfants savent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller mentir chez une. C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, oh la sisteuse, ça va, tout le monde va bien. Et puis on appelle vidéo. Et puis après, nos enfants, si tu as menti chez une des mamans, on est tous au courant. C'est ça. Vous voyez? Ça, donc, finalement, nos maris savaient que si j'ai un problème avec ma femme, je vais parler avec une de ses sœurs. Quand il appelle, on dit « Hein, ça s'est passé comme ça. » Mais elle est folle ou quoi? Bon, on va gérer. Vous voyez? Donc, ça gêne. on sait gérer, donc on appelle dit « Oh, ya, franchement, malem, c'est bon, Donc, on va dire que l'unité familiale a tenu. Voilà, c'est important. Quand on est dans une famille unie, de part et d'autre, dans le mariage, dans ceci, on se complète, on se soutient, il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes. Donc, il n'y a pas et ça, c'est important. Je crois que la base aussi, c'est tout ça. Pouvoir échanger, discuter. Moi, je dis à mes enfants, n'ayez pas l'habitude de taper sur vos femmes. Et vous, les filles, parce que moi, j'ai des filles qui sont très, je veux dire, sévères entre elles. Je crois que c'est important de pouvoir le dire et d'expliquer. Ok. En tout cas, maman Daniel prophétique, elle est déjà partie avec des résolutions. Des résolutions, vous proposez déjà des résolutions là. Nous sommes arrivés à la fin, maître, monsieur Thierry. Nous n'avons plus que 5 minutes pour terminer. Un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Je voudrais dire ceci. Au vu du thème, lorsque les gens peut-être vont suivre l'émission, on n'a pas parlé de violence, quoi que ce soit. Non. On a attaqué les causes endogènes de la violence, les causes qui poussent la violence. C'est ça, c'est le type de bonne conversation pour régler ce genre de problème. Nous gérons souvent les effets que les causes. Ce que Maman Dani a expliqué est très important. Est très important. C'est que nous devons beaucoup plus gérer ce genre de causes. Ici chez nous, il n'y a pas beaucoup plus de psychologues qui reçoivent des gens à gauche, à droite, tout ça. C'est très important. Dans nos églises, on peut avoir des gens comme ça. Je parlais avec un ami pasteur aujourd'hui, j'ai dit, je lis un livre il y a longtemps, je le relis encore, je crois, il y a 2 ans, de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Quand vous lisez ce livre, j'ai fait partie d'un programme où on vous le fait lire, vous faites un rapport à tout moment. Moi, je disais, même des serviteurs, les gens les anciens, les diacres, doivent d'abord lire ce genre de livre-là. Comment aborder une personne, comment gérer ce problème-là. Parce que la personne ne peut pas avoir confiance en toi tant que toi-même tu as un regard critique vis-à-vis à son endroit. Tout à fait. Et cela pose un problème très sérieux. Parce qu'au fait, l'être humain est toujours à la recherche d'une appréciation. Parce que tu ne vas pas venir me faire une remarque tant que tu n'as jamais apprécié peut-être ma cravate. Tu n'apprécies pas ce que je suis. C'est vrai. Apprécie ce que je suis et ça va t'ouvrir une certaine porte. Et même des discours en tant que serviteur pour parler, tu ne dois pas toujours dire « j'ai dit ça, puis mais ». Je comprends que non, tu as fait une introduction pour juste... Non, tu dois avoir un bon langage, avoir l'esprit de la repartie quand vous échangez avec quelqu'un et cela peut faire avancer les choses. Mais du point de vue de droit, je conclue en disant ceci. Lorsque la violence perdure, je conseille aux uns aux autres, après avoir consulté les pasteurs, serviteurs de Dieu, consulter un avocat. Et cela est très important. Ce n'est pas un péché. Consulter un avocat. Un bon avocat ne va pas vous faire divorcer directement. Il va vous faire aller de l'avant. Je termine en disant ceci. Je connaissais un cas. Parce qu'on peut régler les problèmes autrement. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui passent leur temps. Il y a des hommes mariés, hommes et femmes mariés, qui s'échangent, excusez-moi, les photos un peu coquines entre eux. Ils sont mariés. J'ai eu une cliente il y a quelques années, et avant qu'il y ait de la publicité de ce genre de photos, il y a quelques années, elle était en instance de divorce avec son mari. Son mari était tellement furieux. Un jour, ils étaient en séparation, on prie ensemble avec la sœur. Il lui envoie une photo coquine. Il dit non, tu te souviens de cette photo? Il dit oui, si tu continues avec ta procédure, moi je vais publier la photo. Waouh. Elle m'a appelé en train de pleurer. En train de pleurer, j'ai dit ne pleure pas. Je sais comment on va résoudre. Ce problème, on ne va pas résoudre au niveau de l'église. Je suis allé, j'ai saisi les procureurs de la République. Je lui montre le message. On a appelé les messieurs. Messieurs, ce sont vos messages? Oui. Vous avez brandi ces menaces? Est-ce que tu sais que, maman, la personne n'a jamais publié cette photo? Parce que le procureur a dit, au moment où on verra cette photo sur la place publique, c'est vous qu'on va arrêter. Bien sûr. On le lit certaines dispositions de la loi du Code pénal livre 2,
qui démontre qu'il sera puni sévèrement, il n'a jamais publié. Mais on n'a pas géré ça avec un ancien de l'église, avec un diacre. J'ai géré ce problème avec la justice. C'est qu'il faut prendre le problème à bras le corps et le gérer d'une bonne manière. À de grands mots. Dans ça, Monsieur Thierry, on voit aussi le, comment on dit, préjudice moral. Hein. Le préjudice moral est très important. Le préjudice moral. Et cela, ça se répercute aussi sur les enfants. Les enfants qui ont vu leur père frapper la maman, ainsi de suite, ils vont répercuter aussi. C'est ce que Maman Dani a dit. C'est une émission très importante. J'ai beaucoup aimé l'approche, parce que vous êtes maître de votre fiche technique, mais la manière dont, comme nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit nous a guidés. C'est plus que même des émissions où on traite. Non, il a fait ceci, il a fait cela, parce qu'on gère ce problème. Parce qu'elle m'a parlé. Moi, j'admire les gens qui ont eu une vie de famille enchevêtrée d'une certaine entente, d'une certaine complicité. Moi, je ne la vis pas. Vous comprenez un peu? Quand je vois famille WhatsApp, je n'ai pas de famille WhatsApp. Vous comprenez? Mais ça ne me pousse pas à ne pas vouloir des gens. Je sais que tu parles avec moi. Hein? Je peux dire mon encadreur aussi un peu lointaine, mais tu parles avec moi, tu sais que j'aime recevoir les gens. Mais j'ai appris ça des amis quand j'arrive. J'ai des amis avec lesquels je vois leur père a 73 ans, ils sont venus à un mariage dernièrement. C'est leur père qui a payé, ils travaillent, c'est leur père qui a payé leur billet. Ah oui, moi, ma mère me met des unités sur mon téléphone. Mais s'il te plaît! Parce qu'elle m'appelle, elle dit, mais ce directeur, je ne t'ai pas eu. Donc, donc elle me charge le téléphone. C'est éléments très importants. Ceux qui ont la famille, ils doivent savoir comment gérer. Tout à fait. Moi, je dis, ce n'est pas parce que moi, j'ai raté cela que je ne peux pas répercuter ça. Non, je répercute. J'ai jamais vu mon père et ma mère se dire que je t'aime jamais. Mais je suis un bon amoureux. Ah, mais oui! Bravo, parce que j'apprends des choses. Bravo, monsieur Thierry. Alors, on ne doit pas toujours trouver des raisons derrière. Oui, c'est vrai. Donc, assume et sois responsable. Exact. Quand tu es évité, on peut le faire. On peut le faire. Tu es responsable, dis que c'est moi le seul responsable. Je peux changer en écoutant des conseils à gauche à droite. Il y a certaines délivrances qui viennent de comme soi. Ça. Tout à fait. La délivrance, c'est un processus. Tout à fait. On prie pour toi, on chasse les démons, mais le reste des choses, c'est toi qui les gères. C'est toi-même. En tout cas, merci. Faute de temps, monsieur Thierry, je crois bien que Dieu nous donnera encore une nouvelle occasion. Nous allons nous retrouver pour continuer à parler de ce sujet. Fidèles téléspectateurs, vous avez entendu. Et je sais qu'une personne a reçu sa réponse depuis la maison. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là, vraiment accrochés, attachés à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois bien que le prochain numéro ou la prochaine occasion que Dieu nous donnera, vous ne manquerez pas à être bénis encore une fois parce que nous avons ce Dieu avec nous. Vous l'avez aussi de votre côté. Comme je dis toujours, continuez à garder votre sourire. Jésus-Christ reste vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine.